Bonjour à tous. Donc, je me présente, Nathalie Gontier, chargée de mission bâtiment à l'ADEME en Occitanie et chargée donc de faire une introduction rapide de la session d'aujourd'hui sur la thématique du coût global et de son importance. Donc, pour resituer un peu le contexte de ces différents webinaires, en fait, dans quel cadre tout ça s'inscrit, c'est vendredi du bâtiment durable. La région, l'État et l'ADEME ont souhaité en 2020, décliner en région la démarche du plan bâtiment durable qui avait été initiée et qui a été mis en place depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, au niveau national, avec, un peu le même objectif, à savoir mieux échanger, partager sur les bonnes pratiques et puis mobiliser largement tous les acteurs du bâtiment sur ces enjeux, du bâtiment et de sa bonne gestion au quotidien. Donc en mars 2021, en fait, il y a eu un accord de partenariat qui a été signé entre, tous ces acteurs et le plan bâtiment durable national pour acter cette déclinaison régionale. Notre objectif, c'est vraiment de dégager les bonnes pratiques issues des retours d'expérience de tous les acteurs, hein. Il y a pas de L'objectif, c'est vraiment de valoriser vos retours d'expérience pour qu'ils soient diffusés à la fois en région, voire évidemment, au-delà. Et pour ça, en fait, on propose à tous les acteurs qui le souhaitent de traduire dans un document qu'on a appelé sans doute un peu pompeusement «un pacte d'engagement», mais l'objectif, c'était que, chacun traduise sa volonté de participer, de s'inscrire dans la démarche à travers cet écrit et cette signature. Et en échange, ce qu'on vous propose, d'une part, c'est, de valoriser les opérations sur, un site internet qui a été créé, et dédié à ça. Il y a également des newsletters qui sont, produites, régulièrement et puis des événements donc comme celui d'aujourd'hui qui viennent un peu, animer l'engagement de tout le monde dans cette démarche d'aller vers des bâtiments plus durables. Donc vous voyez, on a initié en 2021 3 groupes de travail, un sur la thématique, énergie Sprong, le second sur la thématique qui nous concerne aujourd'hui, les bâtiments efficients. Et un troisième sur le recyclage et la flexibilisation des espaces, urbains. Alors pourquoi en fait, travailler sur ce sujet de l'efficience des bâtiments? Alors évidemment aujourd'hui, ça paraît, un peu une évidence avec l'arrivée du décret tertiaire, qui fixe finalement des objectifs de performance à atteindre et l'enjeu c'était vraiment de se dire comment faire pour amener tout le monde à avoir une culture d'obligation de résultat, que ce soit le maître d'ouvrage, les entreprises, la maîtrise d'œuvre, embarquer tout le monde dans cette obligation de résultat. Force est de constater aujourd'hui que c'est pas du tout le cas de figure. En général, quand on construit un bâtiment ou quand on le rénove, on se donne un objectif que le bâtiment fonctionne quelque part, mais on est assez loin d'une obligation de résultat. Donc on a ce groupe de travail a réfléchi à ce qui pouvait être mis en avant à la fois comme méthode, comme outil pour aller, vers ce résultat in fine et le webinaire d'aujourd'hui est là pour illustrer un petit peu les attendus finalement du groupe de travail et à chaque fois la démarche c'est vraiment de dérouler finalement une méthode, un outil. Hein, vous l'avez vu sur ceux qui ont participé aux 2 précédents webinaires et puis d'avoir des témoignages sur des opérations concrètes pour voir comment tout ça a été mis en œuvre et s'est traduit dans la réalité. Alors aujourd'hui, sont là pour témoigner donc Marlène Bonicelli-Caillat de l'INSA Toulouse. Ensuite, Sylvain Gessner, qui fera un retour d'expérience, donc sous l'angle bureau d'études de C++. Et puis Marlène reprendra la main pour présenter la vision, de maître d'ouvrage. Et enfin, en fait, Philippe Devers, s'il nous rejoint, mais il est là, oui, ça y est, je le vois. Bonjour Philippe, présentera le mot de la fin et la conclusion de ce webinaire. Marlène, je te laisse prendre la main.
Bonjour à tous. Moi, je suis Marlène Bonissel-Kaïla, donc je suis ingénieure INSA de formation et j'ai travaillé pendant 7 ans sur le site de l'INPNSAT en tant que responsable de services techniques, immobilier et logistique, où on a amorcé la démarche en coût global notamment, donc il y aura un retour d'expérience là-dessus. Et un deuxième retour d'expérience sur l'INSA, donc où on travaille conjointement avec CEPOS sur la rénovation énergétique de la résidence 1. Donc tout d'abord, l'INSA 2040, une prospection en fait qui travaille donc sur un projet Climat Sup INSA, donc à l'échelle du site toulousain, mais aussi à l'échelle du groupe INSA. Plusieurs ambitions, donc c'était augmenter les étudiants jusqu'à 3300, nous y sommes aujourd'hui, même si l'ambition était à 2040, on y est déjà, et plusieurs objectifs aussi sur les enjeux sociétaux, sur du coup tout ce qui est développement durable. Je laisse la main juste à Sylvain pour présenter ses postes, qui va présenter conjointement avec moi ce webinaire. Donc, je suis Sylvain Guisner du bureau d'études de CEPOS, ce qui est un bureau d'études qui existe depuis 2013, basé à Toulouse et à Lyon. Nous sommes 11 ingénieurs et nous intervenons en conseil sur les démarches de qualité environnementale et performance énergétique, tout ce qui est également expertise énergétique des bâtiments. Et donc, nous pratiquons l'étude en coût global dans le cadre de nos opérations voilà, d'assistance en conseil qualité environnementale, que ce soit sur le sujet certif ou que ce soit sur de l'aide à la décision par rapport à des choix énergétiques ou de matériel. Du coup, la réflexion en coût global, donc on en parle beaucoup. C'est une réflexion donc, qui prend en compte l'ensemble des besoins futurs en termes d'usage, de maintenance, d'entretien, d'évolutivité d'un bâtiment. Et donc, on a souhaité mettre quelques jalons en fait pour juste rappeler un petit peu à tout le monde pourquoi, comment, et surtout que c'est quand même quelque chose qui reste ancien, même si on a l'impression que c'est un peu au goût du jour. Et puis maintenant, ça fait très longtemps que plusieurs personnes se posent la question comment on peut avoir une réflexion en coût global, comment on peut insérer vraiment du coût global dans nos opérations. Donc les années 50, c'était l'amorce de la réflexion au niveau européen, en coût, et en raisonnait en coût de construction et exploitation, là uniquement. En 1998, il y a un groupe de travail français qui avait une méthode de calcul conventionnelle française de calcul de coût global énergétique, donc c'est comme ça que c'était appelé, et ça ne concernait que le résidentiel, neuf ou tertiaire, et plus l'approche énergétique pure. Donc vraiment le volet énergéticien, thermicien. C'était pas réellement sur tout l'ensemble du périmètre du bâtiment. En 2006, il y a la mission interministérielle MIC qui a repris en main ce point-là, qui a fait d'ailleurs un document qui est très bien détaillé, que je vous invite à aller consulter. Vous aurez en fin de ce diaporama un peu les liens pour y aller, qui a repris en compte un peu tout ce coût global. Et enfin, en 2008, il y a une norme, la norme ISO 15686, qui est sortie et qui a essayé de prendre en compte tout ça pour essayer de donner un cadre, une référence un petit peu, pour aiguiller comment mettre en place un coût global. Et bon, comme vous le savez tous, c'est pas si facile que ça, même si on a plusieurs précurseurs des normes et tout ceci. Donc la réflexion en coût global, il faut savoir que les coûts différés peuvent représenter 3 à 4 fois les coûts des travaux, même s'ils sont répartis sur plusieurs dizaines d'années. Donc ce rapport entre les différents coûts constitue la démonstration de l'intérêt de raisonner en coût global. Donc on voit sur les graphiques, on a en moyenne 30% du coût global qui, sur la durée de vie du bâtiment, qui concerne la construction. 30%, ça c'est peu, puisque forcément un bâtiment, malgré le coût qu'il peut avoir en investissement, il a quand même tous les coûts d'exploitation qui suivent, qui peuvent vraiment exploser si on ne les maîtrise pas dès la jeunesse du projet. Donc on peut en effet estimer que ces coûts de conception, dès le démarrage, ils engagent, enfin, si on prévoit la genèse du projet, on peut avoir un gain qui est plus important. C'est-à-dire qu'on voit sur le graphique qu'on a à peu près 90% du coût global qui est engagé au niveau de la conception. Donc c'est ce qu'on voit sur la deuxième barre notamment. Donc il ne nous resterait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc vraiment, là, ce qu'on souhaite dire, mais je pense que tout le monde le sait déjà, c'est que dès le démarrage au niveau du programme, le maître d'ouvrage a vraiment un impact important dans les choix qu'il va engager, dans le programme qu'il va élaborer, pour demander en fait différentes analyses, différentes comparaisons, pour vraiment optimiser les choix et avoir un bâtiment le plus efficient possible. Donc on vous propose de faire une petite animation klaxon pour un peu discuter, enfin, pour que vous puissiez nous donner en quelques mots votre vision du coût global. Qu'est-ce que c'est pour vous? Pourquoi? Comment? Avec qui? Quelle étape? Et qu'on puisse du coup mener ce webinaire en conséquence. Alors le lien doit s'afficher normalement dans la discussion. Je ne sais pas si tout le monde y a accès.
Sandrine, on t'entend pas, enfin, je pense que Oui, ah excusez-moi. pardon. C'était parti, excusez-moi. Donc voici le lien dans le fil de conversation. Pour rejoindre ce premier tableau d'interrogation en fait et de participation, pour que vous nous disiez, selon vous, qu'est-ce que c'est le coût global, pourquoi, comment, par qui, et puis quelles étapes éventuellement. Donc recueillir vos témoignages là-dessus. Alors on sait que l'exercice n'est pas facile parce que la présentation va continuer à dérouler. Donc c'est l'histoire de dire en quelques mots ce qu'il en est pour vous, si vous avez envie de répondre à ces questions évidemment. Je pense que vous avez tous le lien. Je ne vois pas beaucoup de personnes arriver dessus. Nous n'avons Non, pas non, de je lien dans la vois, discussion. je vois pas le lien là, s'il vous plaît, pardon. Désolé. C'est mais- tout au début, remonter le fil. Oui, et non, tout mais je viens de le il est- renvoyer, Ah, excusez-moi. pardon. Effectivement, il Ah, voilà, s'était ok, il décalé. apparaît. Ouais, merci. Voilà. Et donc, si vous arriverez C'est bon, sur... ouais. donc, vous êtes invité à... bon, je vais afficher l'écran que vous devriez avoir. Et donc, à déposer sur cet écran à l'aide d'un post-it qui se matérialise comme ça. Votre mention, enfin, ce que vous avez envie de dire, et surtout, si vous pouvez indiquer prénom, nom, structure et fonction dans les petits inserts en bas. On sait qu'il y a des gens de régions limitrophes qui participent aussi, donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs et comment c'est perçu. Voilà, donc on vous laisse en parallèle avec cet élément-là. Et je laisse Marlène aussi reprendre la main pour que le défilé la suite de la présentation. Non, pardon. Marlène, c'est à toi. Donc, reprendre la main du coup sur le PowerPoint. Alors, on voit encore ton écran là, Sandrine. Voilà, parfait. Et du coup, demande de contrôle là, ça ne le prend plus. Excusez-moi. C'était ça. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux me redonner le contrôle, s'il te plaît? Normalement, tu dois l'avoir, comme tout à l'heure. Alors là, il n'y a plus du tout le PowerPoint partagé. Oui, je vais... Hop, peut-être là. Voilà. Excusez-moi. C'était le petit transfert de contrôle qui n'est pas si évident que ça. J'ai l'impression qu'on avait trouvé la bonne façon de faire passer la main. Bon, c'est presque ça. Merci Marlène. Avec plaisir. Donc, on y est. Donc, on va vous laisser un petit peu noter le klaxon. Comme ça, on aura un petit peu votre vision. Et on va vous donner un peu une définition, ce que nous, on en a vu, mais que ce ne soit pas exhaustif et que c'est surtout pour échanger et avoir une vision constructive ensemble. Donc, pourquoi une réflexion en coût global? Pourquoi du coût global? Parce que construire ou rénover, eh ben, en fait, c'est compliqué parce que ça évolue sans cesse, les installations, l'innovation, toutes les technologies. Il y a beaucoup, du coup, de nouveaux matériaux qui arrivent. Les gens ne sont pas forcément formés. On a beaucoup de choses, on se dit, ce serait bien si on le mettait. Mais si on n'a pas de critères d'analyse et de coûts, c'est difficile, du coup, d'arriver à rentrer ces innovations dans nos projets, sauf si on les porte vraiment ancrées. Donc, une des solutions, c'est de l'étudier en coût global. Ce que disait l'AMIC, donc c'est ce qui est écrit en bleu là dans la diapo qui arrive, c'est qu'une perception répandue, mais que nous on a qualifiée d'erronée, de la notion en coût global, c'est que c'est un surinvestissement qui vise à diminuer des coûts ultérieurs, avec une certitude sur l'augmentation du coût immédiat, puisqu'on va mettre plus d'argent finalement à la construction et à l'investissement, mais une incertitude sur les économies à l'avenir. En effet, en fait, faire une étude en coût global, c'est se baser sur des hypothèses que personne n'a ancrées dans le marbre. Il va falloir se mettre d'accord. On en reparlera un petit peu après. Mais au final, ces économies, lorsqu'on est en train d'étudier, on n'est pas sûr qu'on les fera vraiment. On ne sait pas s'il y aura une inflation de 5, 10, 15%. Il y a plein d'incertitudes. Et donc, pour beaucoup, c'est un gros frein.
Par ailleurs, si on n'étudie pas du tout un coût global, on va rester sur des visions plutôt connues de ce qu'on sait faire. Et du coup, ce serait dommage de passer à côté quand même. Donc, on va défiler les slides pour que on puisse échanger encore dessus. Donc, simplement, les objectifs, les critères recherchés et les exemples, pourquoi on fait du coût global, c'est parce que tout le monde le sait, ça semble une évidence, hein, du sens inné. Mais en fait, on va s'assurer que l'ouvrage construit, il représente le meilleur compromis entre les coûts d'investissement et les coûts différés dans les coûts d'exploitation maintenance. Entre autres, parce qu'il y a plein d'autres coûts différés. On verra du coup sur les périmètres des différents coûts globaux sur lesquels on choisit de travailler. Les critères recherchés, donc les plus simples, notamment lorsqu'on a un coût global élémentaire, c'est l'accessibilité des équipements techniques. Là aussi, ça semble une banalité, mais combien de vannes ont été cachées derrière des réseaux de chaleur, de chemins de câbles et autres en fait, accessoires qui les rendent inaccessibles à l'exploitant derrière. La maintenabilité, la démontabilité. Une CTA qui serait placée dans un faux plafond sur lequel on ne peut pas démonter le filtre va pas être maintenue, du coup va coûter plus cher en son remplacement, par exemple. Une homogénéité des matériels. Ça permet d'avoir en fait sur le même site des équipements homogènes qu'on pourrait plus facilement remplacer à des coûts moindres. Une standardisation, ça peut être intéressant aussi pour un même maître d'ouvrage. Une adéquation à l'usage, c'est évident en fait, hein, être vraiment raccord avec ce qu'on a besoin. La fiabilité, la lisibilité, regarder toutes les complexités du procédé. Si on construit un bâtiment de recherche, c'est différent que si on construit des salles d'enseignement, une école ou un bâtiment tertiaire en bureau. Les performances énergétiques, bien évidemment, surtout aujourd'hui avec les sobriétés énergétiques qu'on nous demande, et regarder la qualité de matériel et l'économie financière qu'on peut avoir. Donc les exemples, voilà, c'est des choix de matériaux pérennes, c'est des solutions techniques qui optimisent la performance énergétique, pérennité, maintenabilité, accessibilité. En pratique, comment faire? Et oui, parce que c'est bien beau tout ça, on se le dit tous, on a tous envie de faire ça. Déjà, il faut se définir un ou des objectifs. On ne peut pas tout étudier. Enfin, on peut, mais ça peut rendre complexe, hein. Il faut faire un choix sur le périmètre. Donc, on le verra plus en détail après, mais il y a le périmètre qui est le coût global élémentaire ou le coût global élargi. Il y a le niveau d'analyse aussi. Soit on prend un niveau d'analyse stratégique, donc on peut voir sur les différents niveaux plutôt fonctionnels, plutôt techniques, soit un niveau système, soit un niveau de détail. Dans tous les cas, il faudra prendre en compte les facteurs à tous les niveaux, qui sont le coût, le fonctionnement, la maintenance, l'environnement, mais également la mise hors service. Aujourd'hui, on regarde aussi les analyses en cycle de vie et la démolition jusqu'à la démolition du bâtiment. Il faut bien se mettre d'accord sur les livrables à fournir et les limites des études, puisque sinon on peut perdre nos maîtres d'œuvre. On peut avoir des objectifs qui sont finalement, qui vont faire plus d'études que ce que ça apportera réellement. Donc il faut vraiment se mettre d'accord sur les limites pour qu'on fasse quelque chose d'intéressant pour tous et gagnant-gagnant, sans avoir trop de surcoûts aussi. Donc, il faut faire un recensement des postes d'analyse en coût global à établir en fonction de la décomposition du bâtiment et du contexte du projet. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque j'ai initié le premier projet en coût global, c'était compliqué. Sur quoi on part? Et donc, on a choisi de partir sur la décomposition uniforme à 2, qui nous permet d'avoir un niveau d'éléments à étudier. Et après, petit à petit, avoir une fiche de liste une liste de fiches, un coût global qu'on pourrait étudier, différents postes intéressants qui seraient à discuter en tout cas ensemble. Et après, toute l'équipe maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, voire même entreprise après coup, a travaillé dessus pour apporter sa vision et les meilleures solutions adaptées. Il faut définir la période de calcul. Est-ce qu'on va calculer un coût global sur 25 ans, sur 30 ans, sur 50 ans? Pourquoi? Comment? Il faut vraiment le prendre en compte en fonction du bâtiment qu'on construit. Et après, il faut, lorsqu'on analyse plusieurs solutions, que ce soit comparable. Puisque si on prend 30 ans pour, par exemple, une étanchéité asphalte qui a une durée de vie de 30 ans, on ne la remplacera jamais sur notre durée de 30 ans. En revanche, on va remplacer notre étanchéité autoprotégée qui, elle, a plutôt une durée de vie donnée dans les bases de 20 ans. Donc, le coût peut exploser pour l'étanchéité autoprotégée. Pourtant, l'étanchéité asphalte est bien plus chère. Donc, du coup, peut être linéarisé sur un coût qu'on estimerait année après année pour avoir quelque chose de comparable. Poser des hypothèses de taux d'inflation, donc j'en parlais tout à l'heure, taux d'inflation, d'actualisation, combien nous coûtera en fait demain le remplacement d'un équipement? Ça nous coûtera forcément plus cher qu'aujourd'hui, puisque si on remplace qu'un seul système, voilà. Mais par contre, ces taux-là,
c'est des taux que personne ne sait, même si on a des bases sur lesquelles on peut aller chercher. Il n'y a rien d'ancré dans le marbre. Donc, il faut vraiment se mettre d'accord, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, pour avoir quelque chose d'intéressant. Et enfin, avoir une approche pragmatique en fonction de notre projet, de l'environnement et de tout ce qui va autour. Donc, les périmètres, donc j'en parlais tout à l'heure, il faut tout d'abord choisir notre périmètre. Est-ce qu'on va partir sur un coût global étendu ou un coût global élargi? Il y a différentes approches, hein. Donc, 2 approches qu'on cite ici. C'est l'approche de la norme ISO 15686 qui donne que 2 notions, coût global élémentaire ou étendu, ou l'approche de la MIC qui a 3 concepts, le coût global élémentaire, élargi et partagé. Donc, le petit schéma donnera un peu la position du coût global et du coût global étendu de la norme par rapport au concept de ceux de la MIC. Pour autant, en fait, hein, le coût global élémentaire est déjà quelque chose de très intéressant puisqu'il prend en compte la construction, l'exploitation, la maintenance, la fin de vie. Mais il y a des projets qui ont des externalités, qui ont des revenus financiers, donc d'où le financier, qui ont en fait un intérêt particulier à l'étendre encore un peu plus. Donc là, il faut fixer ce périmètre-là parce que, bien entendu, au niveau des calculs et des études faites par les maîtres d'œuvre, ça ne va pas être du tout le même périmètre. Donc la notion de base, c'est le coût global élémentaire. Donc le coût global élémentaire, il implique, au-delà du coût de l'investissement, comme on disait au départ, la prise en compte de l'exploitation maintenance ultérieure en termes de facilité, de coûts différés techniques. C'est une notion non limitative, enfin limitative lorsqu'on dit ça, mais qui est déjà porteuse de beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on va demander d'avoir une estimation des consommations de fluides. C'est un des postes les plus importants des dépenses d'exploitation, donc il faut les estimer. Encore une fois, l'estimation, on n'est pas demain, on ne sait pas quelle sera l'inflation demain, donc ça peut être subjectif. On va prendre en compte les dépenses d'entretien du second œuvre, le nettoyage, les réfections de peinture. Ça peut aider par exemple à choisir des ouvrants sur les étages pour ne pas avoir à louer une nacelle ou autre pour nettoyer finalement l'extérieur. Mais qu'aujourd'hui on peut le faire avec des perches, donc ça va dépendre aussi de la hauteur du bâtiment. On va prendre en compte les frais de maintenance des équipements techniques, le réglage des menuiseries, le changement des fils CTA, les visites de contrôle périodiques. Peut-être on mettra qu'un seul équipement au lieu de 2, ou voilà, on va regarder un peu tout ça. Et les dépenses liées au coût entretien et renouvellement, donc le remplacement des menuiseries, le changement du CTA, la réaffection de toiture, tout ce qui est du coût entretien de renouvellement qui a lieu durant la durée de vie du bâtiment. Et au-delà, le coût global étendu, qui fait référence à la prise en compte de facteurs supplémentaires, donc ce que je disais un petit peu tout à l'heure, relevant d'autres aspects que ceux pris en compte dans le coût global élémentaire, donc l'incidence des choix architecturaux initiaux sur le cadre de vie que crée le bâtiment, sur les risques, en particulier les risques sanitaires, qui pourraient éventuellement représenter pour les utilisateurs et les usagers. Donc tout ça, bien entendu, notamment les risques sanitaires, on les prend en compte même dans un projet classique, hein, sans aller en coût global étendu, mais ça va permettre quand même de peut-être même si c'est plus cher, d'aller vers un choix architectural qui du coup, parce qu'il améliore l'exploitation et l'entretien des installations techniques, et donc leur performance sur la productivité des utilisateurs. Là encore, c'est très difficile à jauger, mais pour autant, il y a des outils qui nous permettent d'estimer un peu ça. Et suivant un surcoût, on va dire, d'investissement, on va pouvoir estimer qu'on aura une productivité meilleure et donc du coup, une rentabilité meilleure et qui permettra également d'aller vers en ce sens. Et d'autres coûts et recettes hors construction, tels que les aménagements paysagers, les loyers, les revenus, si c'est un bâtiment qui est voué à être loué, qui va du coup influer un petit peu plus aussi sur les choix qu'on va faire. Et enfin, les externalités sociales, environnementales, donc tout ce qui est mobilité, biodiversité, mais aussi, par exemple, la contextualisation dans le territoire. Il va faire que peut-être pour des raisons plus insertion dans le territoire, on va choisir plus ou moins un emplacement plutôt que l'autre. Ça peut aller même là, où est-ce que je vais construire mon projet. Donc on a plusieurs propositions pour mettre en œuvre une démarche en coût global, mais on attend aussi les autres, notamment dans le Klaxon. J'espère que vous travaillez bien en parallèle. Mais en fait, donc les propositions toutes simples au départ, donc ce que je disais, c'était être pragmatique, donc ça s'adapter vraiment au contexte du projet, au projet en tant que tel. Inclure des paramètres de confort et d'usage, donc ça c'est plutôt lorsqu'on est en coût global étendu, et prendre en compte les contraintes environnementales en sus des contraintes d'efficience énergétique. Comme je disais au tout début, quand ils l'ont initié, en fait, initié en France notamment, c'était vraiment les thermiciens. On faisait une analyse vraiment sur le coût
thermique. Mais on ne prenait pas en compte, par exemple, l'impact que pouvait avoir l'isolation sur le bâtiment. Or, évidemment, c'est un impact énergétique. C'est un petit peu la différence entre la RT 2015 et la RE 2020 aussi. Donc voilà, un peu tous ces points-là. Prendre en compte l'entretien courant, le court entretien et renouvellement dans la conception, et en déterminer les choix en fonction des contraintes de maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours dit, qui semble être du bon sens, pardon, mais qui en fait, parfois dans les projets de construction, n'est pas vraiment bien appréhendé. Et notamment au niveau des entreprises qui vont choisir un matériel qui peut-être aura un coût économique moindre, mais avec des performances moindres également. Si on ne prend pas en compte évidemment tout ce qu'il y a derrière, ça peut arriver à des mauvais choix. Prendre en compte l'évolution de la prestation initiale en fonction des besoins fonctionnels et d'une évolution future possible des bâtiments. L'exemple qu'on a mis, c'est qu'un bâtiment poteau-poutre aura une évolutivité plus flexible. On pourra faire autre chose dans les mêmes locaux, juste en changeant les cloisons légères. Et avoir un regard différent à chaque étape de l'analyse en coût global. Avec un premier abord, c'est une approche qualitative. Le but, c'est de ne pas faire du coût, de faire des calculs pour faire des calculs. On sait qu'au final, souvent, les calculs qu'on fait seront pas trop ce que ça sera dans 5 ans, par exemple. C'est vraiment avoir une approche qualitative au début et arriver jusqu'à une approche quantitative, voire économique, sur des sujets vraiment délicats qui nécessitent d'avoir vraiment un coût derrière. Donc en fait, en tant que maître d'ouvrage, notamment, on a des attendus à chaque phase. En phase programmation, donc c'est au maître d'ouvrage lui-même ou alors à son assistant en maîtrise d'ouvrage, de bien définir le périmètre d'analyse qu'on souhaite, les hypothèses à intégrer. On ne peut pas partir de rien, il faut bien qu'on ait défini un projet, et plus les besoins seront bien définis, mieux le projet sera abouti. En phase concours, on va demander et on va proposer aussi et analyser plusieurs solutions techniques et architecturales, argumentées d'optimisation du coût global. C'est-à-dire qu'on va choisir ensemble, donc toute l'équipe de la construction du projet, hein, donc je rappelle, la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, mais également parfois entreprise, hein, lorsqu'on est dans des procédures en MPGP par exemple, d'étudier différentes solutions qui paraissent pertinentes et toutes les solutions peuvent venir de toutes les parties, que ce soit maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou entreprise. Il ne faut vraiment pas se brider là-dessus. Une recherche d'adaptabilité des locaux aux spécificités des usages, donc en tenant compte des possibilités d'évolution, d'exploitation, maintenance, donc tous ces points qu'on a vus bien au-dessus, évidemment. Donc là, ça sera vraiment pour pouvoir argumenter des choix. En phase concours, on est quand même un peu limité. En phase conception, c'est là où on va comparer vraiment ces solutions, donc on avait proposé au départ, et on va argumenter les choix de conception, mais surtout les infléchir si nécessaire. C'est-à-dire qu'on avait peut-être imaginé une solution pertinente au départ, et puis finalement, d'après les études, elle n'est pas si pertinente que ça. On va le voir sur les retours d'expérience, puisqu'on l'a vu, on a des exemples concrets. Et du coup, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, même si peut-être ça a des coûts différés, puisque forcément on refait une étude ou autre, mais sur le coût global du bâtiment, ça en vaut peut-être le coup. Et prendre en compte donc les coûts futurs d'exploitation, de maintenance, de gros entretien. On se répète, mais c'est parce que c'est très important. Donc tous les choix retenus auront bien sûr une incidence sur ces coûts, depuis les choix sur le bâti, ceux sur les équipements et jusqu'aux contraintes d'utilisation. En phase réalisation, donc là, c'est actualiser les éléments. C'est-à-dire qu'on a, depuis le début, on étudie un coût global, on regarde, on a notre réflexion pertinente, mais l'entreprise elle-même, lorsqu'elle arrive, notamment lorsque ce n'est pas un MPGP, mais plutôt un marché classique, un OMOP ou autre, et bien lorsqu'elle arrive, elle peut avoir des solutions pertinentes auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, ouvrir les variantes, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant lorsqu'on veut vraiment avoir une réflexion au coût global. Des variantes argumentées pour l'entreprise aussi, parce qu'il va falloir bien sûr prendre en compte toutes nos contraintes, notamment me concernant marché public, qui freinent un petit peu sur les variantes qu'il faut un peu border et pouvoir être comparable également. Donc après, intégrer les besoins d'exploitation, maintenance, l'accessibilité, etc., anticiper les phases de mise en service, former les utilisateurs, les futurs exploitants, tout ça on l'a mis plutôt en petit parce que c'est quelque chose qu'on fait de toute façon, mais qui est d'autant plus important de regarder lorsqu'on veut vraiment avoir une démarche en coût global. En phase d'exploitation-maintenance, ce qui va être important du coup, ça va être le résultat. Le suivi des consommations au regard des estimations, le suivi également des coûts différés, puisqu'on aura établi des tableaux qui vont nous permettre d'avoir une idée des coûts différés qu'on avait pu avoir. Et il faut analyser ces écarts. Il faut les ajuster, il faut faire des réglages si nécessaire, ou mettre à jour des calculs avec les usages réels.
le niveau de confort, la fréquentation, le process, et plutôt expliciter si jamais on a des écarts, justement, est-ce que c'est lié à des mauvaises hypothèses au départ? Et prendre ceci comme un retour d'expérience pour les prochaines constructions derrière. Voilà pour la première présentation. Donc, on va faire une brève synthèse maintenant du klaxon 1. Je laisse la main à Sandrine, du coup. Oui, alors nous avons eu quand même pas mal de suggestions, d'éléments. Donc là, le dernier qui arrive, je ne pense pas pouvoir faire un résumé exhaustif, mais de toute façon, on aura une synthèse après coup et un rapport de ces éléments-là. Mais je pense qu'il y a des éléments effectivement très convergents avec ce qui vient d'être présenté, et notamment sur ce que c'est qu'une analyse en coût global. C'est donc une étude comparative détaillée et qui s'applique sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en incluant notamment la maintenance et les usages, au-delà des coûts de construction. Alors, oui, parce qu'effectivement, il ne faut pas s'en tenir au coût au coût de travaux basiques, mais il faut bien aller au-delà et voir le bâtiment dans sa durée, y compris la déconstruction. Alors pourquoi aussi, on mentionne qu'il s'agit de pouvoir faire évoluer le programme avec cette vision comparative détaillée, et faciliter la gestion du site. Je pense que ça a déjà été évoqué. Alors comment effectivement, c'est d'englober à la fois les coûts d'investissement et de fonctionnement, arriver à quantifier cet ensemble de coûts. Et puis, alors une remarque, hein, effectivement, de Olivier de la région Occitanie, pour signaler que finalement, cette analyse, elle arriverait plutôt à partir de la phase APD, pour être Si je peux efficace. juste rebondir là-dessus. On peut peut-être finir les éléments et puis on va engager la discussion. Alors sur le volet par qui, en fonction des phases, ça serait plutôt associé à une mission directement de la maîtrise d'ouvrage pour la programmation, et durant la phase conception et au-delà, par la maîtrise d'œuvre et pourquoi pas par l'économiste. Est-ce que l'agent de commissionnement qui nous a rejoint, je pense que Jérémy peut faire le lien avec cette étape-là. On va lui poser la question peut-être directement. Donc, c'était en lien avec le webinaire de la semaine dernière. Et puis, cette définition des postes, des coûts, en fonction les étapes précises hein, qui ont été évoquées aussi, qui consistent à définir des coûts, à quantifier des postes et définir des hypothèses hein, qui vont déterminer effectivement la sensibilité de l'analyse. Et si possible, se concentrer sur les choix les plus structurants pour de la phase APS. Voilà un peu en résumé ce que vous pouvez lire hein, sur cette production interactive assez riche. Je vous laisse, Marlène, donc si tu veux réagir, à toi. Juste, ça reprend un peu voilà, ce qu'on s'est dit, hein, c'est que c'est pour étudier au-delà du coût de construction, aller chercher vraiment les usages, la maintenance et autres. Par rapport à la remarque, ce qui était inscrit, c'est peu pertinent de le faire avant la PD. Nous, on a jugé intéressant de le faire avant la PD. Pourquoi? Parce que ça permet justement au maître d'ouvrage de se poser les questions. Bien entendu, il faut en effet qu'on ait une idée un petit peu et que le maître d'ouvrage soit sachant, mais ça donne un peu des pistes, hein, d'idées, et surtout ça permet de bien se caler avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec les entreprises derrière, sur quelles seront vraiment où est-ce que c'est pertinent d'aller étudier différentes solutions. Parce que si on attend la PD, au niveau de la PD, les budgets sont fixés. Souvent, en APD, on fixe complètement ses budgets, donc du coup, on peut passer à côté de certaines choses. Alors, pour moi, quand même, plus on prend tôt cette réflexion et plus on aura un gain derrière hein, sur ce que ça peut apporter. Voilà pour ce que je
Nathalie, peut-être, alors j'ai pas la vision là, mais dans le fil de conversation, je ne pense pas qu'il y ait de questions encore. Non, pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas Oui, à marquer vos questions sur voilà. le côté. On fera des points réguliers. Je ne sais pas si comme, peut-être que Guillaume, du coup, je vois, peut poser directement sa question par rapport au lien avec le webinaire précédent. Oui, bonjour. C'était ouais, une question. Est-ce que l'agent de commissionnement peut être missionné pour faire l'approche en coût global? Associé, peut-être pas, c'est peut-être pas lui qui va tout faire, mais peut orienter le questionnement. Tout à fait, moi ce que je vais dire, c'est pas lui qui va tout faire. L'agent de commissionnement, bien entendu, le plus tôt on peut le mettre, on peut le mettre dans la boucle et le mieux c'est. Après l'agent de commissionnement est souvent là à la fin des chantiers, mais s'il a été missionné avant, il étudie aussi toutes les phases et donc il peut, rentrer dans la discussion puisqu'en fait à l'approche en coût global, c'est un brainstorming. Toutes les bonnes idées, elles sont bonnes à prendre et après, on prend toutes les idées et après on va se dire: bon, ben, ceux-là sont pas pertinentes, hein, pas trop. Enfin, je vais le développer un petit peu plus sur les retours d'expérience, sur vraiment quel outil on a mis en place, hein, en fait. Comment est-ce qu'on a vraiment avancé là-dessus, puisqu'on a fait vraiment le théorique, mais derrière, on va passer un peu au cas pratique. Mais c'est vraiment tout le monde à sa place, jusqu'à l'usager aussi, puisqu'en fait, il est vraiment très important de savoir quel usage va être fait du bâtiment pour pouvoir décliner et choisir les solutions et avoir du coup un arbitrage éclairé et qui va vraiment aller dans le sens de l'économie sur le coût global. Après, si Jérémy peut-être est présent et veut témoigner sur l'agent de commissionnement, mais Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh ben, je peux que confirmer à 100% ce que vient de dire Marlène. L'agent de commissionnement, en effet, souvent, il est à la base de la réflexion, parce qu'en effet, quand il fait l'analyse au niveau de la conception, il va lever le doigt sur les sujets en disant et pourquoi pas tel ou tel système, ou plutôt telle ou telle solution. Et à ce moment-là, peut s'engager une réflexion coût global sur deux ou trois possibilités différentes. Donc, il ne va pas faire l'analyse en coût global, mais de par son expérience, il peut dire bah, ça serait intéressant peut-être de comparer sur un autre système qui a aussi qui a certains avantages, certains inconvénients, et donc faire ce comparatif coût global. Donc je confirme, Marlène. Merci Jérémy, et je pense qu'on va pouvoir passer à ce premier retour d'expérience avec Sylvain. Donc, avec la résidence INSA. Excusez-moi pour ces transitions. Voilà. Normalement, Sylvain, tu as la main. Ok, je la prends. Du coup, je vais réavancer. Ah, j'aurais point. On n'était pas synchro, pardon. Voilà, donc le retour d'expérience concerne la rénovation de la résidence 1 sur le campus de l'INSA à Toulouse, qui est un projet du plan France Relance. Cette résidence comporte 220 logements. Il y a ce bâtiment qui est ancien, hein, qui a été rénové en 89 et puis il y a quelques années sur une partie seulement du bâtiment. L'opération de rénovation se fait dans le cadre d'un marché public global de performance, avec un contrat d'exploitation-maintenance qui dure 8 ans après réception, avec une enveloppe financière allouée aux travaux de 6,5 millions. Le concours a été lancé en 2021. Voilà, donc en avril, les études ont démarré avec un pro qui s'est achevé, qui a été rendu en avril 2022, et une livraison de travaux qui aura lieu à l'été 2023, donc l'année prochaine. L'entreprise Générale et Bourdarios et l'architecte Charia Jacob sur Toulouse. Donc pour vous présenter un petit peu les enjeux de l'opération, l'enjeu était d'arriver à diminuer de plus de 70% les consommations hors électricité spécifique. Hein. Donc là, on parle des usages, on va dire, qu'on va appeler les usages RT, hein, c'est-à-dire le chauffage sanitaire, les auxiliaires et l'éclairage. Voilà, donc c'est un objectif assez ambitieux.
Pour y arriver, on a eu une stratégie dès le départ qui était d'évidemment diminuer les besoins énergétiques par l'isolation de toute l'enveloppe, l'étanchéité à l'air, la maîtrise du renouvellement d'air par une ventilation mécanique contrôlée, la limitation de toutes les pertes également sur l'eau chaude sanitaire, très important, c'est un poste majeur, avec l'optimisation du bouclage, de son isolation, et la récupération de calories sur les chutes des douches de toutes les chambres. On a une production de chaleur qui se fait avec le réseau de chaleur qui passe dans le campus. On recourt aux énergies renouvelables avec du photovoltaïque et du solaire thermique. Et enfin, on a évidemment un travail qui est fait sur l'éclairage pour pouvoir optimiser ses puissances et les régulations. Alors, dès le départ, évidemment, dans un marché global de performance, on a un questionnement, une stratégie qui se fait en coût global. Parce que la réponse va être analysée justement en coût global, sur un coût global qui est assez limité, vu que c'est un coût global sur 8 ans. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à proposer des systèmes et une conception de tout le bâti avec ces systèmes, de façon à pouvoir aussi limiter les dépenses liées aux dépenses énergétiques, mais également la maintenance, car ça rentre en compte dans l'équation globale, vu que l'offre, elle est jugée, comparée aux autres groupements, sur le coût global, sur 8 ans. Donc c'est quelque chose qui a fait qu'on a de suite pu rentrer dans des éléments assez concrets, en ayant dans l'équipe un mainteneur, l'exploitant, et nous, notre approche énergétique, vu que tout est assez calculé de façon assez précise, très tôt au niveau de l'avancée des études. Alors la difficulté, ou en tout cas les enjeux qui nous sont apparus sur ce coût global, c'est le périmètre. D'abord, donc ici, comme je vous l'ai dit, on avait un périmètre qui était lié aux enjeux qu'avait le groupement. Et donc, il y a des enjeux qui ne sont pas pris en compte dans le groupement, notamment la maintenance de l'ascenseur, certaines maintenances de bâti qui n'étaient pas forcément dans le périmètre du groupement. Donc, on a une vision qui est déjà restreinte, et donc le maître d'ouvrage doit pouvoir récupérer ces infos qu'on lui donne et puis les agréger avec des infos qu'il a de son côté pour lui avoir une vision aussi coût global, on va dire regard maître d'ouvrage, voilà, plus élargi que le regard groupement. Ensuite, pour nous, quand on a commencé à justifier notre stratégie, on a souhaité toujours comparer ce qui est comparable. Et donc, quand on a comparé pour justifier notre stratégie énergétique, on a cherché à pouvoir éliminer déjà des solutions qui n'étaient pas compatibles avec un programme performantiel qui était donné. Ensuite, de comparer aussi des solutions qui sont faisables, qui ont un sens technique, et également avoir des hypothèses d'usage identiques pour pouvoir se dire, à usage constant, quand on a une solution qui est différente, qu'est-ce qui se passe? Donc à l'APS, on a pu regarder des solutions comme voilà, déjà des matériaux biosourcés en isolation qu'on a évacués par, en tout cas, une solution par rapport à une incompatibilité budgétaire, une surisolation de façade par rapport à des niveaux qui étaient demandés au niveau du programme où on s'est mis en dessous et qu'on a justifié économiquement par rapport à un rendement, on va dire, carbone, à un rendement économique. Donc ça, c'était aussi une logique qu'on a eue en 2021, avant l'explosion des coûts de l'énergie qu'on constate aujourd'hui, mais en tout cas, c'est les arbitrages qui ont été faits à ce moment-là. Et d'autres solutions qui étaient incompatibles avec l'objectif énergétique, comme la solution solaire thermique et double flux, qui est également une solution préconisée au programme. Donc ça a fait qu'on est sorti des préconisations de programme pour proposer une solution qu'on a jugée qu'on a établie dans une logique globale sur 8 ans. Ensuite, au cours du pro, on s'est rendu compte de difficultés par rapport à la solution qu'on avait identifiée, qui était de la récupération de calories sur l'extraction de l'air de tous les logements pour pouvoir préchauffer le chaude sanitaire. Et on a cherché une alternative. Cette alternative, elle amenait un surinvestissement au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, on s'est de suite inscrit dans une approche co-globale système. Donc là, on n'est pas une approche en co-globale stratégie ni quoi que ce soit, on est vraiment sur un zoom, sur un périmètre restreint, qui est là la production de chaude sanitaire pour pouvoir comprendre quels étaient les enjeux économiques, non pas sur la durée du marché, mais sur une durée plus longue, 30 ans, avec une vision de maître d'ouvrage, intégrant les consommations avec un P1, donc ça c'est les consommations énergétiques, également la maintenance, mais aussi ce qui n'apparaît pas forcément de façon évidente et fiabilisée sur une durée de 8 ans, c'est le gros entretien et le renouvellement. Et enfin, évidemment, l'investissement. Et donc, on s'est rendu compte que la solution qu'on allait proposer en alternative était plus pertinente en coût global sur 30 ans, et c'est ça qui a permis à la maîtrise d'ouvrage de venir arbitrer sur
une modification du marché de travaux pour pouvoir intégrer ce nouveau système qui avait une plus-value à l'investissement, mais qui avait une pertinence sur un enjeu à coût global. Donc la limite, hein, c'est l'évolution des coûts de l'énergie. Donc aujourd'hui, encore moins qu'avant, on n'a pas de certitude sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et forcément, ça influence des choix. Moi, je pense que si on avait anticipé ce qui se passe aujourd'hui en termes de coûts de l'énergie sur des réflexions coût global qu'on a eues dans les 10 dernières années, il y aurait eu forcément des choix qui auraient été différents sur plein de systèmes techniques, sur de l'isolation, sur plein de choses. Et donc, c'est déjà des premières difficultés dont a déjà parlé Marlène, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur des hypothèses d'évolution de coûts, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'inflation, que ce soit des coûts de maintenance, c'est tout ça. Ensuite, sur le coût global d'énergie, le retour en tout cas en tant que concepteur, la difficulté qu'il y a, c'est tout ce qui est de l'ordre de paramètres qui sont indépendants de ce que peut maîtriser un maître d'œuvre. Je donne un exemple, mais aujourd'hui, un bâtiment, quand il est pour du public, pour du privé, pour un siège d'entreprise, pour la location, on n'a pas la même façon de gérer le patrimoine en tant que maître d'ouvrage ou en tant que gestionnaire. Et ça impacte la façon d'appréhender les coûts de maintenance, le renouvellement, également la nécessité de maîtrise des consommations énergétiques. Et tout ça, c'est la difficulté d'arriver à fixer des hypothèses de fonctionnement et d'intérêt du maître d'ouvrage à maintenir la qualité de son patrimoine, qui fait que les résultats d'une mission globale peuvent être complètement différents. Quelques éléments complémentaires sur cette approche en coût global élémentaire. Alors, nous, à chaque fois, on cherche à avoir des approches en trois façons de regarder les choses dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on parle en valeur constante, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que les coûts dans le futur ne varient pas. On fait une approche également en valeur courante, c'est-à-dire qu'on prend en compte des taux d'inflation sur les coûts de l'énergie, sur la maintenance, sur l'exploitation, sur tout ce qui va varier en termes de coûts à l'avenir. Et ensuite, on fait également notre approche, c'est de la valeur actualisée. C'est-à-dire, c'est les coûts dans le futur, ce qu'ils peuvent représenter par rapport à l'effort que ça représenterait à la date présente. L'exemple que je peux donner pour comprendre cela, c'est le coût d'une baguette aujourd'hui. Il ne représente pas le même effort financier pour un ménage que ce que représentait une baguette, la même baguette dans les années 50, alors que si on regarde juste le coût avec l'inflation, on n'est pas forcément dans les mêmes échelles. Et donc, il y a le pouvoir d'achat quelque part qui augmente avec le temps, il y a une inflation qui suit et les deux ne sont pas forcément corrélés. Et donc, la valeur actualisée tend à venir implémenter les choses les unes avec les autres pour pouvoir avoir une analyse prenant en compte et l'inflation et l'augmentation du pouvoir d'achat quelque part. Également, en retour, c'est que pour fiabiliser l'approche, il y a un travail collaboratif qui est indispensable entre le concepteur, le maître d'ouvrage, l'utilisateur et le gestionnaire. Et donc, quand un maître d'ouvrage demande à un concepteur de faire une approche en coût global sans plus d'indications que ça, ni sa vision de pourquoi il l'a fait, ni de comment il gère son patrimoine, et ben pour un concepteur, ce n'est pas confortable et je ne suis pas sûr que ce qu'on en ressorte ait une grande valeur ajoutée. Alors, petit exemple de coût global élémentaire à un périmètre, on va dire, une approche stratégique. Hein. Donc là, on n'est pas dans un zoom sur un système, ni sur un choix de peinture, ni tout ça. On est vraiment sur une première approche. C'est des choses qu'on fait souvent à l'étape d'un avant-projet, où on vient dire, ben voilà, on a un investissement, on a des coûts de travaux. Ça, c'est des choses qu'en tant que concepteur, on connaît. On a d'autres dépenses qui sont de l'assurance, de la maîtrise d'œuvre, des AMO, qu'on apprécie selon le contexte. Et là, pareil, il y a tout un travail qui peut être mené par la maîtrise d'ouvrage pour venir fiabiliser cette approche-là par rapport à elle et sa pratique en termes de coûts d'assurance, de contrôleur technique, de tout ça, où chaque maître d'ouvrage a aussi ses politiques internes qui font qu'on a un certain niveau de précision, d'attente et donc des coûts qui varient. Et ensuite, on a la dépense d'exploitation avec du fluide, la maintenance courante, le ménage, l'assurance, le gros entretien, le renouvellement, où tout ça, c'est pareil, ça dépend aussi du contexte. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'on est sur un bâtiment pour une collectivité ou pour l'État, on n'a pas les mêmes façons de gérer le patrimoine que quand on travaille pour un siège d'entreprise
ou pour d'autres choses. Et donc, tout varie. Donc là, par exemple, nous, on applique des ratios de renouvellement sur les lots, sur les lots, sur des échéances de 10 ans, de 20 ans et sur 30 ans. Et c'est là où on peut avoir des approches qui diffèrent. Par exemple, un siège d'entreprise dans lequel on a un gros enjeu en termes de qualité de design, par exemple. On a des taux de renouvellement de tout ce qui est lot, cloison, doublage, faux plafond, revêtement, qui sont beaucoup plus importants que quand on travaille sur un bâtiment de type collectivité. Et donc, c'est là où on a une pertinence de retour d'expérience sur tout ça. Et c'est là aussi où la maîtrise d'ouvrage, elle peut amener des éléments qui permettent au maître d'œuvre d'avoir des ratios qui sont pertinents. Parce que sinon, on met n'importe quel ratio, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et là, je vais vous retrouver les résultats en valeur constante, sans inflation des coûts de l'énergie, en valeur courante, donc c'est avec l'inflation. Et quand on ramène l'inflation au coût actuel, on voit qu'on a des choses qui diminuent. Voilà. Moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Merci Sylvain pour ce joli retour d'expérience, en tout cas cette pratique concrète de l'exercice. Au passage, je vous invite, si vous le souhaitez, à nous faire part de vos propres témoignages et références sur les approches en coût global dans un deuxième tableau qui apparaît sur Klaxoon. Je vous redonne le lien. Si vous le souhaitez, je vois qu'il y a déjà une mention qui apparaît. Et comme je n'ai pas vu de questions directement dans le fil de discussion, si vous souhaitez en poser directement sur ce premier témoignage, je vous invite à lever la main et le faire en direct. Peut-être que ça facilitera les questions. Il reste peut-être plus compliqué dans le fil de conversation sur ces notions très techniques et un peu complexes. Voilà, je vois que par ailleurs, il y a une mention qui était apparue sur les données, effectivement les prix, les bases de données de prix et de maintenance de nettoyage. Donc, Sylvain, tu as donné déjà les éléments de réponse dans le fil de conversation. Alors, si je peux me permettre sur cette question-là de Franck-Olivier, existe-t-il une base de prix des coûts de maintenance et de nettoyage? Les économistes doivent en avoir, certainement. Mais évidemment, si vous avez une équipe de maîtrise d'œuvre à Paris et que vous êtes à Toulouse, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc, Sylvain l'a très bien dit, c'est à rapprocher avec le maître d'ouvrage lorsqu'il a la chance d'être maître d'ouvrage exploitant. Ou alors, évidemment, on a quelques ratios que les économistes vont donner, mais lorsque c'est un site où c'est que le maître d'ouvrage est là sur place, notamment de la rénovation, le mieux est quand même de fiabiliser avec des contrats réels. C'est-à-dire sur le nettoyage, clairement, au niveau de l'INSA, on va donner nos coûts de nettoyage pour qu'ils puissent les intégrer directement. Pareil sur nos coûts de maintenance. Si on a sous-traité de la maintenance CVC, électricité, etc., on va donner le coût de maintenance qu'on a pour un bâtiment similaire ou quoi, on va l'estimer pour être au plus proche. Il n'y a pas vraiment de base de prix figée dans le marbre, bien que je suis persuadée que les économistes ou autres maîtres d'œuvre doivent en avoir, mais on ne peut pas vous répondre vraiment dessus. Et le lien qu'a donné du coup Sylvain, c'est par rapport à comment on peut estimer le coût global. Donc là, quand même, il va falloir que vous ayez un peu des notions de combien vous mettez dans ces postes-là, maintenance ou autre. Vous n'avez pas à avoir les données quand même de ces points-là. En l'occurrence, sur le site internet que j'ai transmis, dans Aide, vous pouvez retrouver, en cherchant dans le site, des ratios sur des types de bâtiments classiques, en enseignement, en bureau, en administration, voilà, des ratios de coût de maintenance du bâti, de système. Voilà, il y a des ratios qui sont présents, qui permettent d'avoir déjà sur de la programmation, sur de l'avant-projet, des choses qui vous permettent d'avoir des enjeux économiques associés aux différentes phases de vie d'un bâtiment. Pas de questions et commentaires sur le premier retour d'expérience du coup? Donc celui-ci, c'est une opération en cours, hein, comme l'a très bien dit Sylvain, donc qu'on a souhaité porter un MPGP sur 8 ans. Donc c'est pas réellement que le coût global est calculé sur 8 ans, c'est plutôt qu'on va avoir toute l'équipe qui va vraiment nous suivre durant les 8 prochaines années. Mais bien entendu, le coût global, hein, on leur demande de l'étudier sur 25-30 ans
pour le choix, par contre, des techniques et des installations pures derrière. Mais comme le disait très bien Sylvain, on continue à travailler ensemble puisque ça reste un MPGP, même si les travaux ont commencé, pour affiner tous ces calculs-là, qui vont nous servir, nous, en tant que maître d'ouvrage derrière, à vérifier si finalement l'estimation est correcte. Et évidemment, tous les périmètres qui l'indiquaient être hors groupement, donc les ascenseurs, tout ça, c'est des informations que nous, on leur apporte en leur disant, voilà, nous, aujourd'hui, le contrat qu'on a avec notre mainteneur ascenseur, c'est s'étend, donc on l'inclut dedans pour avoir des coûts à peu près sur le périmètre global. Alors, Guillaume Lamarche souhaite poser une question, je vous en prie. Oui, alors j'avais une question, c'était l'intervention de Sylvain. Est-ce qu'il faisait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre? Est-ce qu'il est plutôt AMO ou est-ce qu'il est plutôt membre de l'équipe titulaire du marché global? Alors du coup, je suis membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est intégrée dans le groupement de conception, réalisation, exploitation, maintenance dans ce marché. D'accord. Et donc sur quelle base la consultation s'est faite pour le groupement de conception-réalisation? Sur la base d'un programme? Oui, Tout à et fait. tout à fait, nous avions un AMO à ce stade-là, sur la base du programme, qui avait permis d'établir plusieurs scénarios et de donner un peu tous les attendus, en fait, du groupement et des concepteurs également, qui faisaient partie du groupement. Bravo pour ce montage. Voilà. Après, potentiellement, s'il y a des personnes intéressées, vous pourrez revenir vers moi, on pourra échanger plus longuement sur comment on a écrit le programme, comment est-ce qu'on a... Voilà, pas de souci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce premier élément, mais on pourra y revenir aussi dans un échange final, on peut passer au deuxième retour d'expérience. Marlène, je te laisse poursuivre. Deuxième retour d'expérience, c'est sur la construction du bâtiment C de Toulouse-Pensat. Donc, c'est un bâtiment qui, du coup, est en fonctionnement depuis 5 ans maintenant, puisque la réception a eu lieu en juillet 2017, et sur lequel on a bien initié justement cette démarche en coût global. On essuie un petit peu les plâtres en se disant mais comment on va faire, quels outils, quel tableau, est-ce que c'est pas trop lourd pour les maîtres d'œuvre, pour tout le monde. Et donc, c'était donc un bâtiment de 1215 m² de surface utile, qui avait des bureaux et laboratoires de recherche pour 630 m², un peu d'enseignement, 350 m², et des bureaux pépinières pour 153 m². L'enveloppe financière, donc c'était 3,5 millions de travaux initialement, et au final, on a été jusqu'à 4 millions en coopération, complet, co-étendu, qui a pu être un petit peu, enfin ça a été upgradé à ce point-là parce qu'on avait le site attenant, et ça a permis en fait par des réflexions globales sur le site aussi de pouvoir mettre en place différents investissements complémentaires. Au niveau des études, donc c'était 556 000 € d'études de maîtrise d'œuvre, et il y avait 54 000 € qui étaient vraiment pour la mission coût global. Le calendrier, donc les études, le programme a été validé en 2014. La conception donc a duré de 2014 à janvier 2016, donc un temps assez important quand même malgré tout sur la conception, et des travaux de 18 mois, février 2016 à juillet 2017. Donc c'est Quadrim qui a porté cette étude en coût global, donc un bureau d'études parisien. Ce qui est important de voir, c'est que dans le RC, les critères que l'on avait mis à l'époque, donc c'était l'intégration du site sur l'intégration dans le site. Donc on voit c'est un bâtiment qui est à peu près similaire à l'existant, ils avaient conservé la brique, etc. Bon, ça c'est plutôt l'image architecturale, on va dire. En 2, on avait le dimensionnement et la faisabilité technique au regard de l'adéquation financière et du calendrier, parce que bien entendu, c'est souvent le nerf de la guerre. Il faut quand même qu'on soit sur l'enveloppe qu'on a, puisque c'est difficile d'aller chercher les subventions au-delà quand même. Mais le critère 3, donc tous étaient pondérés à la même pondération, c'était l'approche en coût global. Donc une part quand même assez importante pour l'approche en coût global. Donc en phase conception, comme j'avais un petit peu amorcé le sujet tout à l'heure dans la présentation, on a décomposé les travaux selon la répartition du modèle Uniforma 2 sur un périmètre d'un coût global élémentaire. Donc on ne connaissait pas trop l'approche en coût global, on s'est basé sur la norme, on s'est dit on va commencer par de l'élémentaire. Et en fait, on voit que malgré tout, dans l'analyse vraiment des fiches derrière, des fois on est à la limite entre l'élémentaire et l'étendu. Donc j'expliquerai un petit peu plus pourquoi.
Le recensement des postes à analyser, et il doit être choisi en concertation maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Donc là, c'était une loi MOP classique. Donc on n'avait pas encore intégré l'entreprise, comme on a pu le faire pour, par contre, la résidence 1 ou en MPGP. Et vous savez que du coup, on avait encore plus d'intervenants qui pouvaient avoir encore plus de bonnes idées, bien que malgré tout, dans les cahiers des charges et les DCE en fait entreprise, on avait ouvert aux variantes. S'il y avait une bonne idée de l'entreprise, que bien sûr on puisse lui ouvrir. Le choix du niveau de détail, donc c'était important. Il est à étudier selon la spécificité de l'opération. Nous, on est parti donc sur les niveaux d'éléments 1 et ou 2 de l'uniformat 2. C'est-à-dire après, il y a l'infrastructure, l'enveloppe, etc. Et après, on peut détailler dans, par exemple, le D-service, détailler plomberie, électricité, etc. D'abord une analyse qualitative et ensuite quantitative, voire économique. Sur ce projet-là, on avait étudié 21 postes, on a fait 21 fiches en coût global. Il y en a eu 5 qui ont vraiment eu un calcul du coût global affiné. Toutes ont eu un calcul, une estimation, mais celles qui ont été vraiment affinées jusqu'à aller avec des taux d'inflation, etc., il y en a eu 5. C'était le choix d'étanchéité toiture sur la dalle béton de la partie enseignement. On la développera un tout petit peu après, le choix du type de sol de la halle, le choix de la production calorifique, le choix du système d'eau déminée, ou déminéralisée, hein, c'est un principe d'eau osmosée en fait, ou la mise en place ou non de récupération de calories sur le process. Alors voilà la répartition des postes hein, au final, donc selon le niveau 1 de l'uniformat 2. Donc on voit qu'on avait sur nos 21 postes analysés, il y a la plus grosse partie qui est au niveau des services, donc 8 fiches sur les services hein, qui concernent le CVC, la plomberie et l'électricité. On en avait 5 sur tout ce qui est structure, enveloppe, 4 sur l'aménagement intérieur. On n'en avait pas sur tout ce qui est équipement, ameublement, démolition et équipements spéciaux. Ouais, Donc, pardon. oui. Pardon, si vous pouvez revenir. J'ai pas bien compris, le camembert, c'est le global de chacun des postes, c'est ça, sur une durée de vie de Ah non, X du années? tout. Le camembert, c'est juste sur les 21 fiches qu'on avait choisi d'analyser, dans comment ça se décomposait en fait sur, par rapport à l'uniformat 2, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui amène le plus à discussion? Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup le poste service, CVC, finalement énergétique, hein, la base du coût global qu'on avait pu voir, mais pas que, parce qu'on a quand même trois fiches qui étaient sur l'aménagement extérieur. Sur le choix, est-ce qu'on allait mettre du béton désactivé, de la gravémulsion calcaire ou autre, enfin, ce genre de choses aussi. Merci. Avec plaisir. Donc, il y a l'exemple du choix du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse sur la zone d'enseignement. Donc, en fait, ça, c'est juste pour vous illustrer un petit peu, mais on ne va pas aller vraiment dans le détail de ce qu'il y avait dedans. Je vais juste vous le présenter. S'il y a des personnes intéressées, il n'y a pas de souci, vous pourrez revenir vers moi ultérieurement pour qu'on en discute. Donc, il y a un premier niveau d'analyse, comme je le disais, c'est l'analyse qualitative. C'est-à-dire qu'on regarde pour différentes solutions au niveau fonctionnel. Est-ce que c'est favorable, peu favorable, très favorable, défavorable? Parce que c'est très défavorable, la solution ne sera pas retenue à l'étape 2, hein, dès lors qu'on a au moins un très défavorable ou défavorable. La possibilité technique de le mettre en œuvre, parce que des fois, ce n'est pas possible, hein, même si ça aurait été une très bonne solution dans un autre projet. L'exploitation maintenance, hein, est-ce que du coup, ça va apporter des complications, des facilités ou autres? Et la qualité environnementale, puisqu'on a aussi un critère sur ce point-là. Le deuxième niveau d'analyse, donc c'est là où c'est qu'on analyse un coût. Et là, on va plus ou moins regarder le coût de travaux, le coût de l'énergie, le coût de l'exploitation maintenance, le coût du GER, pour chacune des solutions qui auront été retenues à l'étape 1. Donc sur cet exemple du choix du complexe étanchéité de la toiture, on avait choisi de les retenir les quatre solutions. Et du coup là, c'était un premier coût en fait, qu'ils ont fait celui-ci très détaillé, c'est-à-dire qu'on va voir derrière, on va avoir une courbe, on va avoir un petit tableau avec vraiment les coûts, les inflations, tout ce qui avait pu être imaginé. Mais lorsque je disais que c'était moins détaillé, c'est-à-dire qu'on allait quand même jusqu'à ce deuxième niveau d'analyse, mais que juste les commentaires finalement dans chacun des items suffisaient. Donc, par exemple, un coût au mètre carré qui était plus important sur l'un ou sur l'autre, etc. Et qui permettait après, selon tous ces critères-là, de faire une préconisation, donc le maître d'œuvre préconisé au maître d'ouvrage la solution à retenir. Et bien entendu, on échangeait dessus. Donc voilà, les résultats de cette analyse qualitative sur 30 ans, donc qui prend en compte les coûts d'exploitation maintenance, l'inflation, etc. Donc il y a 4 variantes étudiées, donc qui étaient, je vais
tout petit peu plus gros, qui était donc l'étanchéité autoprotégée, donc c'est la courbe qu'on voit en bleu, hop, c'est le plus classique, ce qu'on fait très souvent en fait. L'étanchéité protégée par protection meuble gravillon en rouge, l'étanchéité protégée par protection asphalte, qui était assez innovant, du coup notamment en 2017, et la solution 4 qui était la toiture végétalisée. Et là, on voit qu'il y a un coût très important qui est tout simplement parce qu'on nous préconisait de refaire cette toiture au bout de 25 ans, ce qui n'était pas le cas des autres, où c'est qu'on les refaisait donc pour l'étanchéité autoprotégée dès 15 ans, mais le coût était bien moindre. Pour l'étanchéité protection meuble gravillon, 20 ans, avec un coût également moindre. Donc au final, la toiture végétalisée n'était pas du tout favorable. Et bizarrement, le choix du maître d'ouvrage a été de la retenir. Pourquoi? Plus parce que c'était une école ISO 14001 et qu'en fait, on souhaitait mettre en place une isolation, une protection végétalisée, malgré le surcoût qu'il pouvait y avoir, et malgré ceci. Et c'est là où on voit que tout est subjectif. C'est pour ça qu'en préambule, dans le théorique, je disais, on pourrait linéariser le coût, ce qu'on n'avait pas fait ici, hein. C'est-à-dire qu'ici, on a dit à 25 ans, voilà le coût. On aurait pu, ces 25 ans, finalement, les proratiser, voir ce que ça donnait. Bon, là, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, malgré tout, l'hypothèse qu'on avait fait aurait fait que la toiture végétalisée n'aurait pas dû être retenue si on avait vraiment suivi cette fiche-là. Mais c'est là où c'est que je dis qu'on était un coût global alimentaire et que malgré tout, ça peut aller sur de l'étendue parce que l'externalité a fait que on n'a pas suivi quand même la fiche. Ça, c'était pour faire un petit retour d'expérience où c'est que du coup, c'est bien hein, de faire des coups partout, mais malgré tout, des fois, il y a des choix hein, qui sont arbitrés. Mais au moins, ils ont pu être éclairés. C'est-à-dire que c'était dans tout état de cause que nous avons vraiment choisi de ne pas suivre cette recommandation-là. Donc du coup, les arbitrages de la phase APD, ils sont très importants parce que en phase APD, c'est là où on fige vraiment le budget, et donc il faut s'assurer qu'on puisse également le payer, le soutenir le projet. Et donc sur ce projet-là, pardon, je vais passer un peu trop vite, on avait estimé à 3,5 millions et puis à l'APD, en fait, après tous les échanges qu'on a eus avec les maîtres d'œuvre, on arrive à 3 548 000. Et puis après, en regardant aussi avec l'approche en coût global, donc bon, 3 548 000, c'est on va dire la marge d'erreur qu'a pu faire le maître d'œuvre entre le concours et arriver en APD, ça c'est pas grand-chose. Mais par contre, les 80 000 € de plus, c'est vraiment l'approche en coût global qui nous a permis de les mettre sur le tapis. C'est vraiment le fait, un choix motivé aussi hein, du maître d'ouvrage qui finalement n'a pas voulu revenir sur sa toiture végétalisée et dire en fait tant pis le surcoût, je le veux quand même si au final il ne l'avait pas pris en compte en concours, comme on avait ouvert un coût global, voilà. Et aussi tout le reste, hein. Donc on voit les principales options retenues lors de ces arbitrages. Donc ça a été en effet donc la terrasse végétalisée avait un impact fort. La récupération de calories sur le process. On a beaucoup travaillé avec le maître d'œuvre pour mettre en place finalement de la récupération sur le process. Ça c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, donc évidemment ils n'avaient pas pu estimer le coût avant, donc qui a un peu augmenté le prix. Le système d'eau déminéralisée, donc je dis qu'on l'a étudié, il y avait possibilité de se raccorder sur celui du site existant. Mais là, on est resté sur de l'indépendant, donc là, ça n'a pas coûté plus cher, mais c'était un des arbitrages quand même. Ça a permis de minimiser aussi les surcoûts. Et le raccordement de la chaufferie gaz sur le site, c'est-à-dire qu'on avait étudié aussi différentes possibilités, mettre une pompe à chaleur, mettre de la géothermie. Là, évidemment, ça n'a pas augmenté le coût, on est resté dessus, mais ça a permis également de pouvoir avoir des choix éclairés pour ces points-là. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la posture du maître d'ouvrage va être décisive. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, il faut qu'il soit suffisamment enclin à discuter, à écouter, à revenir sur des décisions qu'il avait, ou alors aussi à maintenir ses choix si c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau de l'externalité ou autre. Et l'argumentaire de la maîtrise d'œuvre, encore plus. Il faut que le maître d'œuvre se sente en droit de dire telle solution, moi je pense vraiment, vous ne l'aviez pas imaginé, mais je pense vraiment que sur votre site, elle est intéressante. Et pour plein de raisons, donc en l'argumentant, et qu'il puisse avoir vraiment cet échange-là entre les différents interlocuteurs pour qu'on aille vers le meilleur compromis. Évidemment, la flexibilité de financement entre l'investissement initial et le GER. C'est-à-dire qu'on a souvent des enveloppes contraintes, fixées, et qu'il est difficile d'upgrader si justement toute cette étude en coût global montre que
en surinvestissant au démarrage, ça nous permet d'économiser derrière parce que nos consommations seront moindres, par exemple en énergétique, ou parce que les coûts des contrats de maintenance seront moindres parce qu'au lieu de 3 équipements, en fait, on n'en met plus qu'1. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'arriver à avoir des enveloppes supplémentaires, même si je sais que c'est très, très difficile, mais et arriver justement à trouver ces financements parce que ça peut faire gagner beaucoup sur la vie du projet. Donc la capacité du maître d'ouvrage à travailler sur une approche globale plutôt qu'un coût strict de construction et d'enveloppe initiale. Sur cette opération-là, donc en fait, on voit que le coût global élémentaire sur 30 ans qui avait été estimé, c'était 8,5 millions au final, donc en intégrant les 3,5 millions de construction, et qui se répartissent, voilà, donc les travaux c'était 42%, avec un surcoût APD d'1%. L'entretien maintenance, c'était 16%, le GER, c'est 18%, le nettoyage, 14%, et les fluides, 9%. Donc souvent, on regarde par rapport à des consommations énergétiques. 9%, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est quand même le pourcentage le moins important de tout ce camembert-là. Donc avec les coûts associés qui sont sur les 30 années du coup. D'où en fait, voilà, l'entretien maintenance, si on peut minimiser ces coûts-là, c'est quand même important, et à la fois, il ne faut pas les négliger si on veut avoir un bâtiment pérenne et qui fonctionne correctement, adapté à l'usage. Du coup, j'avais fini pour ce retour d'expérience-là. On vous a mis une slide avec, pour aller plus loin, en fait, les outils qui existent, hein. Donc, la MIP, ce que je parlais au tout début, hein, l'ouvrage public et global, qui est très intéressant dans son approche. Le CEREMAT aussi, qui propose en septembre 2018 des conseils pratiques. Les guides des normes, la norme ISO sur laquelle on s'était basé au départ, la note du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable. Le guide AYOC aussi, qui est très, très bien, c'est plutôt sur l'exploitation maintenance, mais qui du coup parle très bien du coût global également. Et après, les outils en libre accès, donc l'outil du MIDAT, donc 2009, l'outil collaboratif coût et bénéfices durables du BDM, donc qui est en lien celui-ci avec la démarche bâtiment durable Occitanie, qui va aller chercher un peu du coût global étendu, qui est très intéressant aussi. Et bien entendu, le lien que vous a mis Sylvain, en fait, hein, sur le coût global qui est du ministère du Développement durable. Merci Marlène. Il y a Monsieur Lamarche qui souhaite intervenir depuis un moment. Ah oui, non, mais je laissais finir. Non, mais peut-être que je pose plein de questions. Vous avez regardé là sur les protections solaires, là, sur la photo, j'ai vu qu'il y avait une façade bien exposée au soleil. Et en gros, combien aurait coûté une protection solaire et quelles économies de climatisation vous auriez pu faire? Alors pour le coup, on a l'impression qu'elles sont orientées au soleil, mais en fait, il y a le bâtiment existant qui est juste à côté, et elles le sont pas tant, d'autant plus que c'est des façades plutôt nord à cet endroit-là. Et par contre, tout le rez-de-chaussée qui, lui, est très et finalement avec des grandes baies vitrées, hein, puisque c'était des espaces assez ouverts, eux ont été mis en retrait. Donc c'est vrai qu'il y aurait pu avoir une casquette, mais ça n'a pas été étudié en effet du tout sur la partie R+1. C'était vraiment, enfin, non, c'était pas étudié. Après, il y avait, par contre, tout ce qui est, donc volet roulant. Là, il y avait, ils sont automatisés. C'est-à-dire que tous les soirs à 20h, ils se ferment. S'il y a personne dans les locaux qui les rouvre le lendemain matin, ils restent fermés. Voilà, par exemple. C'est des volets motorisés aussi, en brise-soleil, donc qui leur permettaient aussi, finalement une protection solaire. Et j'ai des retours, puis ça fait 5 ans, même si je ne suis plus à l'ENSAT, hein, j'ai quand même encore des relations avec mes anciens collègues, où c'est que globalement, en fait, le coût global sur ce bâtiment est plutôt positif. Merci, et puis bravo pour la démarche. Merci. Alors, Madame Corjon souhaite intervenir. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. Je fais partie de la société Tarket, qui est un fabricant de revêtements de sol. Je travaille au service marketing et nous avons un outil pour calculer le coût global de nos produits, les revêtements de sol et de murs. Et je voulais savoir, alors, vous n'avez pas précisé, c'était la 5e partie que vous avez étudiée pour votre 2e retour d'expérience. Vous n'avez pas précisé au final ce que vous aviez choisi, mais ça, c'est un détail. Je voulais savoir si dans le coût d'entretien, de nettoyage, je veux dire, vous teniez compte des coûts d'électricité, d'énergie. Ah, sur la partie sol ou en globalité? Alors moi, ma question, c'est pour les sols, mais peut-être que c'est général pour le reste, je ne sais pas. Pour les sols, là, ce qui avait été étudié, c'était vraiment différent. C'était soit des laits de sol, soit du linoléum. Et Mmh. on était parti avec Target, ça n'a rien à voir, mais
par rapport à la durabilité, etc. Donc là, c'est suivant le détail que j'ai fait de la fiche. Il n'y avait pas vraiment des coûts d'électricité, mais bien entendu, ce que je disais au démarrage, le fait qu'on puisse utiliser la même machine qu'on avait déjà dans l'existant, par exemple, ça a été un des facteurs. Le fait que du coup que les sols puissent être adaptés, qu'on ne rajoute pas une contrainte complémentaire justement au personnel de nettoyage par rapport à un sol qui aurait été totalement différent, par exemple. Ça avait été plutôt vu dans ce sens-là, plutôt que par une étude pure entre deux sols, par exemple, d'une même société. D'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Sylvain souhaitait intervenir aussi. Oui, c'est pour poser la question de comment est-ce que la maîtrise d'ouvrage peut encadrer cette démarche en coût global par rapport à ses maîtres d'œuvre. Ce qui me fait réagir là, c'est le coût de la démarche coût global sur cette opération qui représente quasiment 10% des honoraires de maîtrise d'œuvre. Et donc, je me demande comment est-ce que vous avez calibré, comment vous avez exprimé ce besoin pour que la maîtrise d'œuvre puisse calibrer son ingénierie. Et voilà. Et là, c'était vraiment par les critères, ce que je disais au départ. Sur les 3 critères, le 3e, c'était l'approche en coût global. Et du coup, ça voulait dire que 33% des points étaient sur cette approche-là. Donc, dès la phase finalement concours, remise d'offres, ça avait été pris en compte de manière assez importante. Après, on avait aussi un programme avec un AMO qui avait déjà bien détaillé certains points qui permettaient aussi de calibrer également les coûts. Bon, c'est des points qu'on reprend un peu sur tous nos projets, mais qui ont tendance parfois à se fondre dans la masse. Bon, ben, par exemple, pour revenir sur celui de la R1, c'était un MPGP, donc là, c'était vraiment énorme, il fallait détailler tout. Donc, évidemment, le coût global, il y est. Après, c'est tous les groupements qui ont été obligés de... Là, en MPGP, on fiche tous les postes, donc clairement... Mais sur une loi MOP classique, c'est vraiment les critères du choix du maître d'œuvre. Critères du choix du maître d'œuvre à 33%, sur le prochain coût global, forcément, il fallait que l'ingénierie coût global soit importante. Monsieur Franck? Oui, j'avais une question sur l'opération, la dernière opération que vous nous avez présentée. 3,5 millions, c'est le coût, toutes dépenses confondues, de l'opération? Non, Ou c'était c'est le le coût coût de travaux. construction, coût C'est le travaux? coût travaux. C'est ça, parce que là, j'ai calculé, on est à 4,7% du coût donc annuel du coût de construction. Donc, c'est du coût hors taxe aussi. D'accord. C'est des Ça coûts nous hors fait à taxe. peu près, oui, c'est le barème que j'avais, c'était à peu près un coût de 5% par an du coût de construction. Ça correspond. Ouais. On était à 6 millions coût d'opération. Merci. Sandrine, peut-être pour... Alors, oui, je ne vois pas d'autres questions, visiblement. Juste dans notre deuxième tableau où vous étiez invité à déposer vos témoignages, bon, c'est resté assez restreint. Et donc, on avait peut-être l'exemple de Guillaume Lamarche, si je pense, de La Poste, sur l'examen de 2 solutions de chauffage-rafraîchissement, je pense. Et peut-être qu'il peut témoigner de l'intérêt de cette analyse à chaud. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent parler, mais j'ai pas mal parlé. Oui. Mais je peux détailler si besoin. Non, peut-être en 2 mots, en fait, nous, que je fais partie de la Poste Immobilier, on a un patrimoine assez ancien avec une moyenne de 50 ans d'âge, qu'on s'efforce de rénover au fur et à mesure. Et on est beaucoup moins mature en termes de global. On a plutôt un cahier des charges générique où on va s'efforcer élément par élément de devancer la réglementation avec des matériaux plus performants. C'est une approche un peu différente. Alors, titre d'exemple, si on doit refaire une couverture, on va blinder l'isolement de cette couverture parce que peut-être que dans 10 ans après, on changera les menuiseries et on blindera les menuiseries. On essaye d'avoir un coup d'avance par rapport à la réglementation. On sait bien qu'il y a des lobbies qui interviennent et qui sont pas forcément dans le sens du bon terme. Et donc là, l'exemple que j'ai mis dans le Klaxoon, c'était plutôt une aide au choix du vecteur énergétique. On avait une solution, je crois que la solution 2 dans le tableau, très traditionnelle sur l'immeuble, similaire à ce qu'on avait avec une chaufferie gaz pour le chaud et puis un groupe froid.
Et puis la solution plus écologique avec une thermofrigopompe. Et donc, on a demandé à notre maîtrise d'œuvre de calculer un coût global sur. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en termes d'investissement et en termes de coût global, les deux solutions étaient très proches financièrement. Et finalement, c'est la décarbonation du secteur énergétique qui nous a fait choisir. Et c'est là-dessus que j'allais rebondir, parce que c'est vrai que quand on voit, finalement, c'est très, très proche, on est à 3 000 € sur 20 ans. Du coup, là, ça laisse vraiment un choix, finalement, un choix total. Donc, comme vous avez très bien dit, c'est finalement l'environnemental, le volet environnemental qui va faire choisir. Et là, ça va dépendre un peu de l'approche du maître d'ouvrage, vers où je veux aller, quoi. Voilà, là, ouais, c'était avant la crise en Ukraine, mais là, je pense qu'on ne regrette pas notre choix de la thermofrigopompe. Et oui, parce que du coup, c'est assez étonnant que ce soit aussi proche, parce que dans ces coûts-là, ça ne prend pas en compte l'investissement, du coup, si, ou ça le prend en compte déjà? Alors, j'ai un autre tableau pour l'investissement que je n'ai pas mis, mais en fait, l'investissement est pareil, similaire. Je crois qu'il y avait 50 000 € d'écart, genre quelques pourcents, quoi. À l'échelle du projet, je crois qu'on a mis 40 000 € de plus, mais à l'échelle du projet, c'est pas grand-chose. On est content d'avoir fait ce choix-là. 1 pour la planète et 2 pour les finances. Merci. Eh bien, merci à vous pour tous ces éléments-là. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Philippe Devers, qui a peut-être, s'il a pu se connecter, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques difficultés pour se saisir de cette conclusion. Est-ce que tu le souhaites? Oui, je suis bien là, pas de problème. Si vous Merci. m'entendez? Oui. Oui, donc merci aux participants, parce que je crois que les échanges étaient intéressants. Merci évidemment à Marlène et Sylvain qui ont présenté le coût global et puis des expériences très enrichissantes. Moi, je voudrais retenir de ces 3 webinaires qu'il y a un peu un fil rouge sur 2 thèmes. D'une part, l'implication du maître d'ouvrage qui doit maîtriser son opération, ses objectifs, ses paramètres, même s'il a recours à des conseils extérieurs. C'est quelque chose qui me semble très important. Et puis le deuxième fil rouge, c'est qu'on s'adresse à des bâtiments existants, finalement, soit en réhabilitation, soit parce qu'on examine comment ça se passe en maintenance et en gestion de bâtiments, en gestion de la maintenance. Et il me semble que c'est important, ça, parce que si on regarde l'impact carbone des constructions, on sait bien qu'il vaut mieux réhabiliter que construire. Et puis on doit limiter l'étalement urbain, hein, c'est la politique du ZAN. Et ça conduit aussi à mieux regarder comment on peut mieux gérer les bâtiments et mieux les entretenir, et puis privilégier peut-être la réhabilitation à la construction. Donc je crois que la valorisation de la maintenance, la valorisation de la réhabilitation, on n'en est finalement qu'au début, et je pense que ça va s'accentuer à l'avenir. Merci en tout cas à tous. Merci à Envirobat, bien sûr. Moi, je suis vice-président d'Envirobat Occitanie. Merci à la région, merci à l'ADEME, Nathalie Gontiès, qui a suivi ces 3 webinaires avec attention et qui a essayé de répercuter les différentes questions. Donc merci à tous, et puis sans doute qu'on pourra se revoir dans une suite en 2023 ou plus tard. Alors, on va signaler le prochain webinaire qui a lieu le 18 novembre hein, sur les marchés, la contractualisation sur les marchés globaux de performance. Ça, c'est les dates, la série de webinaires qui continue. Et aussi 2 autres dates. Nathalie, peut-être que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus. En lien avec le plan bâtiment durable, en fait, le 9 novembre, à côté de Toulouse, il y a une journée en 2 temps. La matinée sera animée par la DREAL c'est des réunions qu'ils font tous les ans sur la thématique de la qualité construction. Donc c'est une demi-journée et pas une journée cette année sur ce volet-là. Donc il y a des retours sur la réglementation, l'actualité réglementaire, et puis un zoom tout particulier sur le décret tertiaire cette année. Et l'après-midi, le plan bâtiment durable national vient en Occitanie pour échanger avec vous sur la décarbonation du bâtiment. Il y a une feuille de route qui est en train d'être rédigée au niveau national sur ce volet-là, et avec 6 temps de concertation territoriale dont nous faisons partie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire hein, à la fois sur
le site de. Il y a des, enfin, je peux vous relayer l'invitation si vous souhaitez y participer, si vous ne l'avez pas eu. Et enfin, le 29 novembre, on organise la seconde conférence du plan bâtiment durable Occitanie cette fois. Donc l'objectif de ces journées, c'est vraiment d'échanger entre tous les acteurs du bâtiment, de faire en sorte que aussi bien la maîtrise d'ouvrage que les exploitants se rencontrent, échangent et puissent valoriser un peu leurs actions et leur engagement pour un bâtiment plus durable. J'ai vu qu'il y avait un message Oui. qui s'affichait. Vous trouverez donc dans le fil de conversation le lien pour l'inscription au prochain webinaire. Et je vais rajouter aussi les prochains événements. Ah, si tu les as, c'est bien. Oui. Merci à tous Peut-être, et j'espère que voilà. ces témoignages vraiment très intéressants vous ont. Oui, je vois des applaudissements, merci. Et puis merci à Merci. Sandrine qui a animé ces 3 webinaires et qui a assuré la gestion administrative. Donc merci à elle. À bientôt. Merci à tous Merci. de votre implication et bonne journée. Bonne Au revoir, journée, merci. merci à vous. Au revoir. Oui. Au revoir.